C'est grand, c'est immense, quoi. Il y a beaucoup d'objets que j'ai ramenés de voyage, en fait. Il est partout, toute la maison est mon atelier. C'est pas toujours en désordre, c'est parfois en ordre, ça dépend des jours. J'en dis en désordre. Julos Boccarne, chanteur, poète, sculpteur, eh bien, il a 20 ans depuis 50 ans, paraît-il. Ou, je dirais plutôt 10 ans depuis 60. Hein. Bref, 70 ans et ça se fête. Mais pas chez vous, Julos. Hein. Direction Bruxelles pour une table d'hôte que vous avez choisie. On va découvrir ça. Et donc ici, c'est quand vous venez à Bruxelles, c'est votre point d'attache. En fait, c'est Paulette qui dirige. C'est une table d'hôte, en fait, hein, c'est ça. Elle était l'institutrice de mes enfants. C'est vrai ? Ouais. Et donc vous aimez bien cette ambiance finalement très familiale, quoi. Moi j'aime beaucoup ça. Et puis on nous reçoit une liste et on choisit le repas qui nous intéresse. Mais c'est chaque jour un seul repas. Hein. C'est ça, ouais. Ah bah notre rencontre. À l'amour et à la liberté, l'un n'excluant pas l'autre. non. C'est un velouté de quoi De fenouil. De fenouil, hein. Fenouil. Après ça, c'est un plat végétarien. Alors je me disais, finalement, pour des jeunes de 20 ans, 25 ans qui connaissent votre nom, mais qui ne sauraient pas exactement ce que vous faites, vous leur direz quoi ? Je suis un sculpteur, je suis un chanteur, je suis un poète, je suis un concepteur. Un peu tout ça, hein. Sans prétention. Hein. Mais c'est vrai, moi j'aime bien travailler dans plusieurs secteurs. J'aime bien faire des objets détournés, mettre un objet au-dessus d'un autre, le souder à un autre. Oui, comme ces fameuses pagodes, oui, hein. Qui sont faites au départ en fait de... Avec des tourets, c'est des grosses bobines de fil. Et alors, par rapport à la chanson, dans quelle famille vous vous situez ? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire ? Dans la famille de Brassens, de Léo Ferré, de Jacques Doué. Mais en même temps, c'est très personnel, ça n'a rien à voir avec eux, quoi. Je veux dire, c'est une chanson où le texte et la musique ont énormément d'importance. Un texte sans une belle mélodie ne tient pas le coup dans le temps. Et une mélodie avec un très mauvais texte, ça ne tient pas le coup non plus. C'est l'esprit qui mène la danse, en fait. Le texte, c'est l'esprit, c'est ce qui est le moteur. Mais la mélodie permet alors de... La mélodie permet... Si on passe à Mozart, on parle beaucoup de Mozart maintenant, c'est vrai qu'il a fait des mélodies absolument remarquables. Et on est fêtés ensemble, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, Julos et Mozart, c'est vrai ça. Ça fait combien ? 200 ans 200 ans. Il y a presque autant de promos pour les 70 ans de Julos que pour... Heureusement, que pour l'anniversaire de Mozart. Hein. Si on faisait de la publicité que pour les morts, ce serait oui, ça, c'est... alors que vous êtes encore vert, justement. Hein, jusqu'au bout des doigts, oui. En tout cas, il y a une chanson que beaucoup connaissent évidemment sans savoir quelle est de vous. C'est en tout cas, vous l'avez créée au sens artistique du terme. C'est La Petite Gaïole, évidemment. La Petite Gaïole. Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre ? Vous dites que c'est un peu réducteur de tout ce que j'ai fait dans ma vie et certains ne voient qu'à travers ça. Est-ce que ça vous agace pas un peu ? On va changer ça, c'est bien. C'était important d'arriver jusqu'à 70 ans pour changer ça. Ben oui, mais toutes les chansons, c'est toujours une question de diffusion. Hein. Si ça passe à la radio, bien sûr, on existe. On ne peut pas aimer ce qu'on n'entend pas. Mais la Petite Gaïole, c'est une chanson populaire de chez nous, de Wallonie. Bien sûr, mais disons que c'est vous qui l'avez vraiment incarné. Je l'ai sauvé de l'oubli, je crois. Et c'est devenu quelque chose de... C'est représentatif, c'est comme si, quand on chante ça, c'est comme si on avait une identité, quoi. Oui, c'est un hymne national sans prétention. Hymne national wallon, finalement. Oui, je crois. D'ailleurs, des ministres m'avaient demandé d'écrire un hymne national. Et moi, je leur avais dit, mais il y a déjà un hymne national, c'est La Petite Gaïole.
Mais alors, ils ont dit oui, mais les paroles, c'est bon. Alors, j'aurais dit, je vais écrire un texte en français sur l'air de la petite Gaïole. Et j'ai écrit... on nous l'avait toujours promis, un pays grand ouvert, un pays grand ouvert. On nous l'avait toujours promis, un pays grand ouvert sur l'univers. Avec des habitants heureux de marcher sur cette terre, de marcher sur cette terre. Avec des habitants heureux de marcher sur cette terre, les yeux grands ouverts. Ce petit bout de terre qui bouge, c'est la Wallonie, c'est à nous de lui donner vie. C'était quelque chose qui était ouvert. Et ils n'en ont pas voulu alors ou quoi? Parce que c'est un bel hymne. Non. C'est quoi? C'était assez politique pour eux ou... Oh. Non, je crois qu'il y a un ministre qui m'a dit, vous vous rendez compte, mon fils, il ne vous connaît même pas. Alors ça a été l'argument massue. Ah oui, d'accord. On peut savoir comment il s'appelle, ce ministre? Je me souviens plus. Voilà, c'est ça. J'oublie vite quand ça... Ah, c'est votre fils qui ne se souvient plus du ministre, là, peut-être. Alors, cette année, Julos 70 ans, donc ça veut dire beaucoup de concerts, etc. Est-ce que ça change par rapport à ce que vous avez connu, je dirais, ces dernières années? Est-ce que c'est pas évident quand on est un artiste, qu'on fait de la chanson française, qu'on n'est pas dans les circuits commerciaux, etc. Et moi, j'ai jamais arrêté, en fait. Non. J'ai jamais arrêté. Ça n'a jamais eu beaucoup de publicité, mais j'ai jamais arrêté. J'ai quand même été partout, quoi. Même en Arabie Saoudite, même au Mexique, mais j'ai suivi ma ligne, quoi. Je crois qu'on a chacun quelque chose à dire de particulier. On est né chacun d'une femme à un moment différent, et au moment où on reçoit une feuille de route dans un sens. Mais la société essaie toujours de nous séparer de notre feuille de route. Nos parents ont des rêves sur nous, la publicité a des rêves sur nous, enfin, tout le monde a des rêves sur nous. Mais personne ne nous donne les outils pour être nous-mêmes, pour réaliser notre propre rêve. Et en fait, si tout le monde réalisait ce pourquoi il est né, le plan général serait un succès, il n'y aurait plus de chômage. Seulement, on met des gens sur des voies pour imiter les autres. Toujours, il faut qu'ils imitent machin, qui a du succès. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la fin des haricots. On a chacun quelque chose de particulier à dire. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, que je bourlingue et que je fouine sur cette terre qui va changeant, parfois vers joie, parfois vers ruine. Est-ce qu'on peut dire finalement que le moment où vous vous êtes vraiment rendu compte que la chanson pourrait devenir votre vie, c'est... là, on va remonter loin, on va remonter au début des années 60, où vous êtes en Provence, je pense, votre vieille Peugeot rend quasiment l'âme, et pour la réparer, vous avez commencé à chanter... sur les places. Mais de ce temps-là, il y avait encore le crieur public. Et je demandais au maire si je pouvais chanter devant telle tour, devant telle maison. Il disait d'accord, et puis le crieur public passait dans la rue. Il disait, Jules se chante ce soir devant la tour aux Sarrasines, on paye sa place au prix du plaisir. C'était magnifique, on touchait tout le monde. Puis c'était très très drôle. Alors, on faisait un entracte, et avant l'entracte, je chantais une chanson, si ces rengaines ne vous ont plu, revenez une autre semaine, mais n'oubliez pas non plus vos escarcelles pleines. Les poètes ne vivent pas seulement des beaux yeux des dames, ni des sourires des enfants. Ils ont besoin des culs sonnants. Et alors on passait avec le chapeau. Et c'est comme ça qu'en un mois et demi, j'ai réussi à payer la réparation de la voiture. Et donc ça veut dire quoi à ce moment-là, vous êtes dit bon maintenant il faut que je commence à intéresser les maisons de disques aussi, parce que bon c'est pas que de faire de la poésie, il faut c'est aussi un business la musique. Oui. Il y avait une firme ici en Belgique, c'était Inelco qui représentait RCA. Alors eux ont commencé à enregistrer mes disques. Après c'est Inelco RCA Belgique puis RCA France qui a pris le relais. Et alors sur la France ça a été fabuleux. J'ai fait Bobino, j'ai fait des tas de salles, le Casino de Paris, j'ai fait l'Olympia. Mais est-ce que même à cette époque, vous faisiez partie des gens qui vendaient aussi du disque? Nous, on a toujours vendu beaucoup de disques. Oui. Même le gars de la firme de disques, il disait, avec toi, il n'y a rien à faire, il ne faut même pas en parler, ça marche tout seul. C'est vrai, bon, mais finalement, comme c'était RCA, il fallait vendre
à la longue 25 000 disques par mois. Donc on a été viré à un certain moment. Oui, en 84, je pense. On ne vendait pas assez de disques. Oui, évidemment, c'est énorme. Ouais. Et alors on a repris, le directeur de la boîte m'a dit, rachète-nous tout, et ainsi tu pourras en faire ce que tu veux, tu pourras faire ta propre production. C'est ce qu'on a fait. On a acheté pour 1 million de bandes. Pour racheter votre catalogue et pour acheter le pouvoir, catalogue, et pour pouvoir être réexploiter tout à fait comme vous libre. vouliez. Oui. Voilà. Et on est toujours libre actuellement, d'ailleurs. C'est ça, oui. Les années 70, ça a quand même dû être du pain béni pour vous, parce qu'il y avait tout ce côté, enfin c'est comme ça que je le vois, un peu flower power, un peu Marie Clapsabo, enfin le côté écolo avant l'heure finalement, ou les prémices du... Bah, vous étiez en plein dedans, enfin je veux dire, vos chansons, c'était quand même... Un disque qui a eu énormément de succès. J'ai eu un disque d'or d'ailleurs avec ce disque-là, c'est le Front de libération des arbres fruitiers. Oui. Disque d'or en Belgique alors En Belgique et en France, je crois. Ouais. Et donc oui, là j'imagine que c'était pour vous, vous étiez partout sur toutes les scènes, enfin c'était vraiment... Oui, on était sur les scènes, mais jamais dans les radios, c'est marrant. Enfin, jamais à la radio? Très peu. Même en Belgique Même en Belgique, très peu. Et donc, cette même année 75, bon, on le sait, c'est évidemment celle aussi où votre épouse malheureusement a été assassinée par quelqu'un que vous aviez recueilli, je pense. Non, c'était un déséquilibré, enfin je pense quelqu'un... C'est un gars qu'on avait... On cherchait... Nous, on voyageait beaucoup à cause des spectacles et on cherchait quelqu'un pour s'occuper de nos enfants. Et on avait trouvé ce gars-là. Et un jour, c'est passé ce qu'on sait. Est-ce que vous, ça a changé votre façon d'écrire? Est-ce que parce que j'imagine que le monde a dû s'écrouler quand même. Ça a tout changé. Pour moi, c'était un séisme absolument... Je me disais à ce moment-là, il y a 2 solutions. Soit tu te suicides, soit tu continues, quoi. Mais il fallait que je continue aussi pour mes enfants. Oui, vous aviez 2 garçons déjà, Boris et Christophe, hein, si je ne me trompe. Et justement, Paulette qui dirige le restaurant, là, elle est venue me seconder après la mort de Loulou chez moi. Elle s'occupait des enfants et comme elle est à l'école. Oui, c'est ça, voilà, parce que vous étiez souvent partis. Alors je lui dois une reconnaissance éternelle. Et alors cette force, vous avez été la puiser où? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des moments où on est... Ça, c'est vraiment être au front. Hein. Alors, on suit le jour, on s'adapte, quoi, on rebondit. Vous servir la suite. Mais avec plaisir. On a parlé de toi. Oui. Oui. En bien. En bien. De la petite école. Ah oui, ça. Histoire de fou, hein. Les 3 premiers. À l'époque. Et Loulou. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en France en tout cas, il n'y a plus la même notoriété que, que Nougaro ou Higelin ont eu par la suite? Vous l'avez eu en Belgique, mais je veux dire, c'est quoi? Parce que vous étiez trop wallon? Vous aviez bifurqué en fait, moi je ne vois pas du tout comme ça. Ça ne s'est jamais arrêté en France. Hein. Je viens de faire un spectacle, par exemple, dans le midi de la France, à Perne. Et on a fait 600 places un soir. Oui, c'est ça. C'est que ça bouge pas. On a fait Paris récemment. On fait Paris un peu chaque année, quoi. Et en général, c'est plein. Oui, c'est ça. Il y a toujours ces fidèles qui sont là et qui ramènent des gens et qui font connaître. Des fidèles. C'est ça qu'il faut, évidemment. C'est faire connaître aux autres. Oui. Et je crois que ça, c'est parce qu'il y a des textes qui disent des choses... importante, je crois. Je crois, sans me vanter. Je n'ai pas la prétention d'avoir tort. On ne fêterait pas les 70 ans de Julos en même temps que l'anniversaire de Mozart. Ah, bon. Non, je crois qu'en spectacle, je vais quand même chanter une chanson, une mélodie de Mozart. Ah oui. Vous dirai-je maman, ce qui cause mon tourment. Et voilà. Ça a l'air bien beau. Cette végétarienne. Merci. Parfait. Maman dit que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que les... Que la raison, voilà. Bon, eh bien, on va s'attaquer à ce pain de légumes. Pas mal, hein? Très bon.
outre les xénophobes et les dictateurs de tout poil, donc ceux-là on les met à part, avec qui n'aimeriez-vous vraiment pas partager un repas? Avec W. Bush. Oui, ça c'est définitivement... Non, je crois que... Enfin, je lui envoie beaucoup d'amour pour qu'il change. Mais... Oui, si c'est parce que c'est votre façon d'agir, c'est de se dire Bah oui. il faut arroser la haine Il d'amour. a en été fait, petit c'est ça. garçon aussi. Il y a eu un moment où il était capable de goûter le ciel, de goûter... Et alors, qui d'après vous n'aimerait pas déjeuner ou dîner avec vous? Est-ce que vous avez des ennemis? Bah, lui, à mon avis, peut-être qu'il vous... Bush, c'est moi. Enfin, Et imaginons que George Bush ne vous connaisse pas. je ne les ai pas répertoriés tous, évidemment. Ça doit être, mais je ne les ai pas rencontrés. Ou qui aimeriez-vous indisposer, finalement? C'est peut-être une façon de poser la question. Ben, j'aime bien indisposer les... Monsieur de l'hiver, par exemple, Monsieur de Winter, hein, qui va faire d'Anvers un enfer. Et qui veut envoyer tous les étrangers et toutes les étrangères en charter. Alors, quel est le geste le plus beau, le plus fou, le plus drôle que vous ayez déjà fait pour quelqu'un? Et par exemple, mon fils Boris, il est parti à San Francisco seul. Pour moi, c'était comme un apprentissage de la liberté, de l'autonomie. Il avait peut-être 14 ans. Hein. Et ça, c'est un geste que lui a fait. Que lui a fait, mais que vous... mais que je lui ai permis de faire. Ah, voilà, c'est ça. Quand est-ce que vous vous êtes senti minable pour la dernière fois? Parce que parfois, on fait des choses qu'on regrette d'avoir fait, on dit des choses qu'on aurait préféré ne pas dire. Ça fait longtemps, mais c'est quand même... c'est quand quelqu'un disparaît comme ça, on a des regrets de n'avoir pas été à la hauteur. Ça, c'est terrible. Ça vous taraude jusqu'à la fin de vos jours, quoi. Et ça, c'est... Mais je crois que la mort de Loulou m'a donné un éveil terrible, extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, là, je me suis dit que j'avais une responsabilité dans le monde. Alors, dernière petite question de ce questionnaire particulier. Si vous pouviez, là, d'un coup de fourchette magique, me transformer en quelqu'un d'autre pour poursuivre le repas, ce serait qui? Ouais, non. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez vous-même, c'est tout. Bon, bah alors, on continue. Alors, j'ai lu un jour une phrase où vous disiez que finalement, quand vous chantez en Wallonie, c'est comme si vous rentriez dans le ventre de votre mère. Enfin, oui. C'est ce que j'ai lu. Hein. Ce que j'ai dit, c'est que quand je parle en wallon, c'est comme si je rentrais dans le ventre de ma mère, parce que elle était wallonne. Elle parlait le wallon et mon père aussi. Quand elle se fâchait, elle parlait le wallon. Vous avez un bon souvenir de cette enfance? C'était beaucoup d'amour de vos parents ou au contraire quelque chose de plus rude, de plus... Ben, ça dépend. Il y avait ma mère qui était très douce. Et mon père, lui, comme je réussissais pas bien à l'école, quand on allait chez ses clients, il disait, voilà, mon deuxième fils, on n'en fera jamais rien. Et voilà. Alors vous êtes un écolo avant l'heure, enfin vraiment en tout cas des premiers combats. Hein, je veux dire, c'est vous qui disiez la révolution passera par le vélo camarade. Oui. Vous avez conçu cette centrale électrique musculaire. Oui. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années à Liège, je pense, où les spectateurs pédalaient pour faire du courant pour les projecteurs. Pour les projecteurs de spectacle. Pour moi, c'était le seul vrai spectacle d'avant-garde. Justement, est-ce que vous vous reconnaissez encore dans le parti écolo tel qu'il est aujourd'hui? Ben, c'est déjà ça, hein. Qu'il existe, vous voulez dire? C'est déjà ça, c'est bien qu'il existe. Oui. Mais est-ce que vous pensez que le parti écolo aujourd'hui a toujours les vertus qu'il avait au départ, ou vous faites partie de ces gens qui, je pensais comme Paul Lannoy, ou je sais plus, enfin en tout cas de l'ancienne garde, si je puis dire, qui est maintenant, qui a même quitté, qui veut plus en entendre parler parce qu'il considère que voilà, il fallait pas aller au gouvernement, ou que ceci, ou que cela. Vous êtes de quel côté? Je suis des deux côtés. Je trouve que c'est intéressant d'être au gouvernement aussi. Oui, pour au moins Ils ont quand même mettre ses idées en ils ont mon pratique. courage. Oui, voilà, c'est ça, oui. Faut quand même avoir le courage de ses ambitions. Oui, moi je crois qu'il y a un combat écologique de la tête aussi à faire. Je crois qu'on est... si on envoie des pensées négatives dans le monde, ça peut provoquer des guerres. Si on envoie des pensées positives, ça peut provoquer des merveilleux miracles.
Moi, je crois beaucoup à la force de l'univers, par exemple. Les pagodes, comme elles sont là-bas, à Wahanche, eh bien, c'est des capteurs d'énergie du monde, et c'est aussi des émetteurs. On peut se trouver au milieu et émettre la même chose que les radios, quoi, finalement, que les télévisions. Donc vous y croyez vraiment, c'est pas simplement de l'art conceptuel, vous dites voilà, c'est là, c'est joli, mais... C'est mis en rond, ça a beaucoup de force. Alors, au lendemain justement de la disparition de votre épouse, la disparition brutale, vous écriviez dans le texte que vous avez envoyé, et qui était repris par Claude Nougaro notamment, et qu'on va retrouver dans un disque, vous disiez il faut reboiser l'âme humaine. Alors, est-ce qu'elle est reboisée maintenant? Elle est suffisamment... Est-ce qu'il y a une progression, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu comme la forêt amazonienne, que c'est de moins en moins boisé? On ne peut pas faire les statistiques exactes. On nous montre, en fait, les scoops des journaux et des télévisions, c'est souvent des scoops négatifs. Donc ça finit par prendre plus de place que les scoops positifs. Et si on donne une nouvelle négative, il faudrait l'équilibrer par une nouvelle positive. Sinon, tout le monde va se suicider, va faire harakiri, ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est indiscret de vous demander justement, amoureusement, si vous avez pu reboiser après le drame qui vous est arrivé, parce que bon, voilà, et en même temps, la vie avance. Oui, ça m'est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça a tenu dans le temps, mais oui, c'est toujours possible. Mais ça ne s'est jamais reproduit avec la même force. Vous n'avez pas pu reprendre une vraie relation amoureuse. C'est différent. Il n'y a rien qui sera pareil. Mais il n'y a rien qui sera moins ou plus. Mais tout est toujours... Tout est toujours possible. Tout est toujours ouvert. Tout est ouvert. Et avec vos fils... Avis à la population. Oui. Féminine. Enfin, je sais pas, non, peut-être que c'est ouvert à... C'est pour rire. Et avec vos fils, quel rapport vous entretenez? Donc vous avez un fils qui est un excellent chef opérateur, oui. Christophe, qui est reconnu, qui joue, qui travaille beaucoup en France, etc. Vous êtes retrouvé dans un film sur lequel il travaillait, je pense, à La Chambre jaune. Mystère de la Chambre jaune et Parfum de la Dame en noir. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Et alors vous avez un autre fils qui est Boris. Oui, Boris, il est peintre. Il a fait une exposition à Bréda la semaine dernière. Et puis cette semaine, il est en Belgique. Et vous ressemblent, ces deux fils Oui, il me ressemble un peu. Et alors maintenant, voilà, donc Jules, 70 ans, beaucoup de concerts prévus. Donc cet album qui va être enregistré, qui va sortir, qui est enregistré par des tas de Belges, que ce soit Jeff Bodard, que ce soit José Van Damme, que ce soit Marie Gillin. Là, vous dites, c'est bien, ça va justement faire connaître auprès des plus jeunes qui n'auraient peut-être pas forcément acheté un disque de Jules, ça va faire connaître mes chansons? Ben oui. C'est un peu le but. C'est un peu le but. En fait, c'est mon équipe qui a organisé ça. Hein. Mais ça vous flatte, ça doit quand même faire plaisir. On aime bien aussi la reconnaissance, quand même, aussi, non? Mon ego, il prend un coup. Ah oui, ça me fait plaisir, évidemment. Il y a une reconnaissance. Bah oui, quand même. On va pas cracher dessus. Il faut être très franc. Alors, quel chanteur aimeriez-vous envoyer sur l'île flottante, histoire d'en être définitivement débarrassé? Je n'en vois pas. Vous n'en voyez vraiment pas? Si vous pouviez retrouver un être disparu sur l'île flottante, ce serait qui? Ce serait Loulou. Bien sûr. Et parmi les artistes, alors, est-ce que ce serait plutôt... Alors, si je devais faire un choix, je vais être dur avec vous, ce serait Brel, Ferré ou Nougaro? Les trois. S'il n'en fallait qu'un. Il n'y en a pas un qui vous touche quand même un peu plus que les deux autres, musicalement ou humainement ou... J'ai peur d'en rendre jaloux, même s'ils sont morts. Bon. Je ne veux pas que les morts soient jaloux. Finalement, c'est peut-être Elvis Presley que vous allez retrouver dans ce cas-là. Elvis Presley, on peut trouver qu'il avait fait des choses magnifiques. Oui, tout à fait, absolument.
Alors, une petite question coquine pour terminer. Si vous pouviez emmener sur l'île flottante votre fantasme féminin absolu, celui qui, un peu comme les pagodes, pourrait faire exploser votre libido, ce serait qui? Quelle question. Je sais pas, il faut citer une artiste ou... Ah oui, enfin, qui vous voulez. Tout le monde répond. Hein. Tout le monde répond. Ah ouais, tout le monde Allez. répond. Même Jean-Luc Dehaene a répondu. Alors si Jean-Luc Dehaene a répondu, il faut que je réponde. Qu'est-ce que j'emporterais? Non, encore une fois, je vais faire des jalouses. Hein. Faites gaffe, sinon je vous envoie Mireille Mathieu. Hein. Oh non. Non, non. Il n'y en a pas une, il n'y a pas un physique, parce que là on est dans la légèreté, donc dans l'attirance J'ai vu dans le simple. Ne journal dites pas hier que vous n'avez pas ce une côté fille qui aussi. s'appelle Scarlett. Johnson. Scarlett, elle a joué dans un film. Là. Oui, mais ça doit être Je la trouve oui. très belle. Ah oui. Bah, vous avez bon goût, oui, plutôt. Mais il y en a beaucoup. Hein. Toutes les femmes sont belles. C'est une chanson de Franck Michael. Ah zut, il a écrit ça. Oh, c'est terrible. J'arrive toujours trop tard.